Hello et bienvenue sur Sauce Digital, le podcast qui part à la rencontre des experts et des expertes du digital. Trop contente d'avoir repris cette saison 3, c'est Nala comme d'habitude. Et aujourd'hui, pour la première fois ever, je reçois un artiste sur Sauce Digital, Yannick, a.k.a. Kenzie. Bienvenue. Merci beaucoup, merci pour l'invitation, je suis content d'être là avec toi. J'ai géré l'intro ou pas? Oui, très bien, très Super. bien. Comment tu vas? Je vais bien, je vais très bien. Ok, ça fait quoi d'être au studio Devs et d'être assis? C'est très différent, ça change. Je sais pas si tu vois, mais je bouge sur ma chaise. Tu vois, dès que j'ai un micro en face de moi, j'ai tendance à un peu bouger, gesticuler un peu. Donc là, je me concentre, je me calme, mais ça fait bizarre. Ouais. Bah, j'imagine du coup. Puisque c'est vrai que, pour moi aussi, tu vois, genre, j'ai un peu l'impression que cette interview me met la pression. Dans le sens qu'elle, tu vois, elle doit être qualitative. Oh. Parce que toi, tu es déjà venu, tu connais les lieux. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais du coup, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne te connaissent peut-être pas, est-ce que tu pourrais te présenter? Ok. Kenzie, artiste caribéen depuis quelques années. Du coup, pas mal de choses, pas mal de concerts, pas mal de lives. Là, il y a un EP qui est sorti récemment, un EP 8 titres qui est disponible et c'est ce qu'on défend en ce moment. Et en parallèle, c'est aussi une vie professionnelle, donc entrepreneur. Là, c'est la casquette Yannick. Et pour le coup, entrepreneur dans le web depuis 2012, on va dire, avec pas mal de projets, pas mal de projets qui ont fonctionné, d'autres qui n'ont pas fonctionné, et puis aussi une vie d'entreprise, vie de start-up. Donc voilà, tout ça fait un peu qui je suis aujourd'hui. Ok. Est-ce que tes activités correspondent à différentes facettes de ta personnalité? Oui, je pense. Ouais. Oui, je pense parce que j'ai découvert beaucoup de choses au fur et à mesure. Je suis assez curieux de nature. Donc, j'ai fait beaucoup de découvertes et à chaque fois, quand ça me plaît, j'essaie d'y aller, j'essaie de mettre le pied, j'essaie de tester des choses. Donc, oui, il y a le côté musique où il y a cet aspect professionnel qui a un impact aussi sur la musique, qui m'a fait aussi aller découvrir d'autres pans de la musique, comme la production, le management, l'édition, etc., etc. Et côté pro, oui, je pense qu'il y a des choses que je garde aussi en mode jardin secret pour, voilà, je dis que c'est mon petit kiff. Et je fais ça, j'en parle pas, et puis voilà, quoi. Enfin, il y a un mélange de tout, mais je pense pas être le seul comme ça. Ok, donc il y a un côté chez toi où kiffer, ça passe aussi par, au final, partager ton art, mais quand même garder des choses pour toi. Mais bien sûr. Ah oui, bien sûr, parce que j'essaie de me nourrir de beaucoup de choses. Et puis, tu sais, on est toujours dans cette quête de ce qu'on veut faire, ce qu'on veut devenir. Et c'est vrai que j'ai pendant très longtemps, en dissociant les deux, la musique et le côté business, j'avais une quête côté musique, une quête côté business, et ça n'a rien à voir, tu vois. Et il y a des choses qui vont m'apaiser sur certains sujets, d'autres non. Je vais des fois provoquer une inspiration. Donc, ouais, ça fait un petit mélange dans ma tête. Et oui, il y a des choses que je garde de mon côté, et puis je kiffe, et puis j'en parle pas, en fait, c'est mon petit kiff, et puis voilà, quoi, on passe à autre chose, et puis... Et est-ce que du coup, cette scission, elle a aussi lieu par rapport aux gens qui sont autour de ces activités? C'est-à-dire que dans le business et dans la musique, c'est pas les mêmes gens. Non, c'est pas les mêmes gens. Pendant très longtemps, il y a beaucoup de gens qui savent pas que je fais les deux. Il y a beaucoup de gens qui l'ont découvert et qui m'ont vraiment incendié comme jamais. Ouais. Parce que pendant très longtemps, j'ai bien cloisonné les deux. Okay. Et puis oui, en fait, ça fait un cercle qui est large et qui se fréquente ou pas, qui le sait ou pas. Et puis voilà, quoi. Est-ce que c'est déjà... Puisque du coup, tu parlais du fait de t'être fait incendier, entre guillemets. Est-ce que la découverte d'une autre activité... Enfin, quand on connaissait, du coup, Yannick, le fait de découvrir Kenzie, ou inversement, ça a pu changer les relations que tu as autour de toi? Alors... Enfin, excuse-moi, ça a pu changer plutôt la nature de la relation que tu as avec cette personne? Alors, pas forcément la nature, mais je pense que ça va influencer la relation, influencer le regard. D'accord. C'est-à-dire que quand moi, je travaille dans une grosse entreprise et que j'ai mon -2 qui me découvre sur France O, par exemple, en train de chanter en live, du coup, le lendemain matin, on aura tendance à me demander « Ouais, mais en fait, pourquoi est-ce que tu viens bosser ?» Parce que tu es artiste, pourquoi tu viens bosser? Et inconsciemment, ça donne l'impression que je ne serai pas à 100% sur mon boulot parce que je pense à la musique, parce que je pense à mes prestations, parce que je pense à ci, à ça.
Donc, on te demande de te justifier au final par rapport à une activité qui est en dehors de ton travail, quoi. Oui, il y a une forme de justification et on aura tendance à se dire que je vais prendre à la légère la vie professionnelle parce que je suis un artiste et que les artistes ont cette image, justement, de se lever tard, de se coucher tard, de profiter, de vivre, de pas forcément d'être assez inconséquent, tu vois. Et il y a cette image, en fait, de l'artiste. Et puis, de l'autre côté, tout le monde rêve un peu d'être une star, d'être un joueur de foot célèbre, etc. Donc, on se dit, mais pourquoi est-ce que tu viens bosser alors que tu es artiste et que tu pourrais vivre de ça ou que tu pourrais... Donc, en fait, il y a un truc, on te dit, mais enfin, pourquoi est-ce que tu viens au boulot? En fait, ça sert à quoi? Soit t'es pas focus, ou soit tu perds ton temps à venir bosser avec nous de 9 à 17, alors que tu pourrais sillonner les routes de France en train de chanter, quoi. Tu vois, donc, je vois. Il y a ça. Ça me fait une belle transition, puisque du coup, il faut quand même rappeler que tu as commencé dans la supply chain. Donc, je pense que de base, quand tu es en entreprise, tu as un travail plus ou moins conventionnel, je dirais. Oui. C'est clair que ce genre d'activité va donner lieu à ce genre de questions. Oui. Mais dans la supply chain, je pense qu'ils étaient encore plus déter, tu vois. Parce que quand tu m'en as parlé avant, tu disais que c'était quand même un métier qui impliquait de la rigueur, de la réactivité, de la flexibilité, qui sont en soi des caractéristiques que perso, j'associe énormément aux artistes et aux entertainers. Mais du coup, il y a un côté, on s'amuse pas dans la supply chain, on fait des trucs sérieux, tu vois. Donc voilà, petit segue sur tes débuts dans la supply chain. Alors je suis rentré là-dedans assez... Je suis rentré là-dedans, enfin, c'est pas par hasard, non, c'est juste que mon frère, mon grand frère Rafia, faisait déjà de la logistique. Et du coup, moi, j'ai pas forcément beaucoup d'idées. J'ai rencontré des conseillers d'orientation qui m'ont plus désorienté qu'autre chose. D'une semaine à l'autre, les mecs qui te disent, ouais, tu devrais faire prof d'anglais, puis finalement, tu pourrais faire attaché territorial, puis tu pourrais faire, enfin bref. Donc, j'ai suivi un peu ce qu'ils... Ils se rendent pas compte. Hein. Non, pas du tout. Parce que eux-mêmes, c'est un peu perdu, hein, les mecs, ils atterrissent là. Pour eux, ils te balancent des idées. Mais en fait, toi, tu crois à chaque fois. Bien sûr que tu fais des recherches, en sûr. Et t'as tes parents qui disent, alors, il t'a dit quoi? Il t'a dit quoi? Et là, on sort le guide de l'ONICEP. Et là, t'as au moins 500 pages, je sais pas, non. Donc, moi, je voulais partir. Je voulais partir à l'étranger, d'un côté. Et mon frère me raconte un peu ce qu'il faisait. Donc, je me dis, bon, si ça lui plaît, ça va peut-être me plaire à moi aussi. Il était déjà parti? Il était déjà parti. Ok. Et du coup, moi, si tu veux, je me suis plus orienté sur le côté commerce international. Lui, il a vraiment fait logistique et export, on va dire. Et moi, il y avait le côté commerce international qui était un peu plus large que ça, avec les langues, etc., etc. Et je suis aussi rentré, chemin faisant dans la logistique, mais je visais déjà la supply chain. Il y a une différence quand même entre les deux, c'est que J'allais te poser la question, parce que ouais. Alors, c'est pas la traduction de l'un et l'autre, en fait? Non, pas vraiment. C'est-à-dire que, il y a un aspect, l'export, c'est vraiment toute la partie documentation pour exporter des marchandises ou importer des marchandises. Tu vas bosser avec la douane, avec tout ce qui est, avec les incoterms, les transitaires, etc. La logistique, il y aura vraiment, alors bien évidemment, je détricote, hein, mais il y a vraiment l'aspect gestion du flux des marchandises, de l'entreposage, du stockage, les palettes, les bateaux, etc. Les camions qui font les allers-retours. Et en fait, moi, quand je parle de supply chain, alors, si tu veux, je dis supply chain, mais en vrai, c'est vraiment la chaîne d'approvisionnement ou la chaîne de production. C'est-à-dire que moi, j'avais pas envie de bosser à l'usine ou dans les entrepôts. Ok. Ça, j'avais testé, ça me plaisait pas. Qu'est-ce qui te plaisait pas? Qu'est-ce qui me plaisait pas? Le côté travail à la chaîne, peut-être? Non, c'est pas tant ça, mais c'est que bosser à l'usine, c'est une ambiance. Oui. Bosser à l'usine, c'est un mood, c'est... Ouais. C'est assez particulier, en tout cas, à l'époque, c'était, ça te stimulait pas. Non, ça n'a pas tellement changé, ça n'a pas tellement changé entre temps. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Tu vois, moi, j'avais envie de bosser dans les bureaux. Et j'avais envie justement... Très masculin, très aussi... on pense d'une façon, on pense en tant que groupe, et ça peut être cool, mais je pense en début de carrière, ça peut être oppressant, en fait. T'as des tâches, tu pointes, le réfectoire, il est assez spécial. En tout cas, moi, tu sais, les expériences que j'ai eues ne m'ont pas donné envie de le faire. D'accord. Tu vois? Alors aujourd'hui, tu vas bosser, pour des grands groupes, peut-être Amazon, etc. C'est pas la même chose. Je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est plein de bullies quand même. Alors là, je suis complètement dans le jugement. Je sais pas du tout d'où je sors ça, mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression que dans les usines il y a plein de bullies. Oui et non, mais en fait c'est ça le souci des tâches à la chaîne et du timing, c'est qu'en fait on se rend pas compte que c'est un centre névralgique, la partie logistique, et que
Une minute, c'est une minute. Une heure, c'est une heure. Exactement, ouais. C'est tout. Et en fait, ça On impacte... n'a pas le temps de discuter. Non, ça impacte tout le monde. Et la rigueur, elle est vraiment énorme. La pression, elle est énorme, on s'en rend pas compte. Et du coup, moi, j'avais vécu ça dans une précédente expérience. Je me suis dit non, je bossais dans les bureaux. Et les bureaux me permettaient aussi de pratiquer mon anglais parce que je voulais aussi travailler en anglais, je voulais voyager. Ouais. Quand t'es à l'usine, tu voyages pas trop, non, hein. Tu vas à Bourg-en-Bresse, tu vas aller, tu prends ton camion. Ouais, voilà. Ouais. C'est pas ma vision. Donc, moi, c'était bureau. Et en fait, cette partie supply chain dont je parle, c'est vraiment de pouvoir travailler avec les différents partenaires. Tu travailles avec les usines, tu travailles avec les fournisseurs, tu travailles aussi avec la partie marketing, tu travailles avec la partie commerciale pour les lancements de produits. Et tu es un peu au milieu et tu vois, en fait, tu vois venir les nouveaux produits, tu vois venir les nouvelles tendances et tu es là en travaillant dans des comités de direction, etc., où tu es vraiment utile et tu as un côté transversal. C'est-à-dire que tout le monde a des attentes, tout le monde forcément te tape dessus, mais j'ai trouvé ça fun. Mais tu touches à tout. Je trouve que ça va avec aussi ce que tu disais sur le fait d'avoir plusieurs casquettes. En fait, ça correspondait déjà à ta personnalité. Parce que bon, j'imagine que si c'était compliqué à assumer à un niveau corporate, à l'usine, ça aurait été encore pire, je pense. Enfin, ce côté, mais qu'est-ce que tu fais là, en fait, il aurait été encore plus exacerbé. Il m'aurait fait chanter à la fin de l'année, bien sûr. Oui, ça aurait été pour toi, tous les ans. Concrètement. Non, mais c'est vrai. Le côté transversal, j'ai toujours rêvé de ça, j'ai toujours eu envie de ça. C'est quelque chose qui m'anime au quotidien. Et c'est vrai que, ouais, enfin, c'était compliqué. J'ai eu quelques moments un peu compliqués par rapport à la musique dans l'univers pro. Oui. Où des fois, ça m'est arrivé d'être en réunion, t'es avec ton boss, le mec, il sait plus quoi dire, il a plus rien à dire. Il dit, hey, mais vous savez que Yannick... Oh, flemme. Non, mais c'est ma phobie, tu vois. Parce qu'en fait, là, il y a un côté, c'est pas tant par rapport au fait que tu sois artiste, c'est plus le fait de se dire, bon, on n'a rien à dire. Et si on mettait quelqu'un dans l'embarras? C'est divertissant pour tout le monde, non? Bien entendu. Et il y a une forme de dévalorisation, qu'on le veuille ou non, de la casquette artiste, qui fait que quand on n'a rien à dire, on peut le mettre à la fête. Ça fait un peu bouffon du roi, en fait. C'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Un peu le côté entertain. C'est exactement ça. You need to entertain me. I'm not choosing you, tu vois. Et que tu le veuilles ou non, tu sais, quand la personne te dit ça, boum, on bascule sur YouTube, on montre un clip. Toi, tu viens, t'es en chemise, cravate, machin, truc. Moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça très tôt. Ça a l'air horrible. Et je pense que, ouais, inconsciemment... Ça t'a forgé. Ah ouais, mais ça m'a forgé. Mais du coup, alors, par rapport aux jeunes personnes polyvalentes qui nous écoutent, comment faire? Parce que, en fait, dans le côté carrière artistique, la notoriété va de pair avec ta progression, tu vois. C'est un peu quelque chose que tu disais en off juste avant, le fait d'appartenir à ton public, entre guillemets, tu vois. Et en même temps, c'est tout à fait humain et à ton honneur de vouloir avoir une activité qui monte ta polyvalence et qui n'est pas forcément en rapport avec ça. Du coup, comment on fait, en fait? Il n'y a pas de... Il n'y a pas de recette. Pour qu'on nous laisse tranquille au travail, en tout cas. Déménager dans un pays anglo-saxon. Non, mais en France, c'est compliqué. C'est intéressant, ça. En France, c'est compliqué. On n'accepte pas le multipotentiel. Non. En France, c'est compliqué. Moi, j'ai travaillé, j'ai beaucoup travaillé en anglais. Et à chaque fois que je le dis ailleurs, oh, it's amazing! Oh, wow, it's amazing! Tu vas en France, ah ouais, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Que tu veux pas chanter, machin, etc. Et moi, là, il n'y a pas de recette magique. Je dirais qu'il faut s'en foutre. Il faut s'en foutre. En fait, quand tu commences, il faut être prêt à t'en foutre. C'est tout. C'est tout, parce que le nombre de personnes qui va découvrir cette double casquette, quand on prend le cas de figure où tu es artiste et hop, tu as une vie professionnelle, le nombre de personnes qui vont s'en rendre compte et qui vont t'encourager, qui vont comprendre la démarche et faire comme si de rien n'était parce que il n'y a rien, il n'y en a pas beaucoup. Et moi, de ce que j'ai côtoyé, c'est davantage le côté, qu'est-ce que tu fais là? Alors ça des fois, c'est pas agréable, mais si tu veux, dans les yeux des gens, tu vois, des gens qui... Tout le monde rêve d'avoir une passion et d'en vivre, tu vois. Donc quand les gens te voient faire ça, il y a ce côté admiratif. Et ça, c'est cool. Mais j'en ai pas eu beaucoup. C'est bien souvent, en fait, t'es pas focus là-dessus, tu fais ça, mais en fait, demain, si t'as une tournée, tu sais, les gens pensent que demain matin, tu prends ton truc et tu pars en tournée avec un bus, avec tous tes musiciens et tu vas les planter là. Ou alors, comme tu dis, le côté bouffon du roi,
Où en fait, quand on n'a rien à dire, ah ben tu savais que, ah ben tu savais que, ah ben tu savais que. Et là, bon, t'es là, t'as ton YouTube qui passe, et puis tu sais plus où te mettre, tu sais pas quoi faire, tu dis oui, bon, ben ouais, effectivement, et puis tu commences à parler de ça alors que t'es pas venu pour ça, et que tu le veuilles ou non. Et tu sais déjà que ces gens ont un a priori avant sûr, même que tu bien commences sûr. à en parler, et c'est Bien ça sûr. qui est dur, c'est que on te retire le choix en fait de parler de ton art Mais et de ce totalement, que tu fais. totalement. Et... De l'amener comme tu voudrais Ouais, l'amener, bien ouais. sûr. Et dans les yeux des gens, tu changes en fait, tu changes de case, et le côté vraiment pro, ouais, il se détache. Mais tu sais, Ouais. regarde, Je trouve que tu es une grande personne. Hein. Non, mais Parce que franchement, comment j'aurais rendu le malaise. Non mais Passe le micro, vas-y, je chante. Qu'est-ce qu'il y a? non mais tu sais, regarde, je te donne un exemple. Hein. En France, repense aux animateurs télé, aux grands présentateurs qui faisaient soit des poèmes, du slam ou de la chanson. Ouais, oui, non. Les mecs carrément. sont jamais pris au sérieux. Non, ils sont jamais pris au Jamais sérieux pris au et ils sérieux. feront jamais le 20h. Jamais. Non mais c'est exactement ça. C'est ça. T'as un mec En comme mode- Julien Lepers qui présente Question pour champion machin, et le mec qui faisait des chansons, des trucs, mais qu'on l'a jamais pris au sérieux. Non. Jamais. Ouais. Et il y a un côté, en fait, où on va te dire que c'est intéressant, Bien sûr. mais on va aussi t'identifier comme quelqu'un qu'on n'utilisera jamais pour présenter Ah, la mais bien structure, sûr. pour On être a- à sa tête, tu Bon, vois. mais pense aux ministres qui écrivent des bouquins ou qui font de la musique. C'est mort. Il y a personne qui Ils te sont prend au sérieux. systématiquement moqués. Hein. Il y a personne qui te prend au sérieux. C'est impossible. On va tolérer du sport, c'est très bien, c'est bien valorisé que tu fasses du sport. Tu sois à côté. Hein. Oui, c'est à côté. À côté, hein. Mais tu fais du sport, ok, c'est cool, c'est bien. Mais que tu pratiques un art, négatif. Parce que aussi, par contre, tu commences dans le sport, t'arrives après. Non. Oui. C'est-à-dire qu'il y a ce... Parce que, comment dire, je pense qu'avec la musique, il y a ce côté entertainer, on te prend pas au sérieux. Mhm. Mais au niveau du sport, il y a le côté, bon, physiquement, t'étais bon parce que la tête, tu vois, ça suivait pas trop, en fait. Alors que ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Et il y a le côté aussi où on n'imagine pas que quelqu'un qui est bon en sport Bien sûr. peut être Bien sûr. bon à l'école Bien sûr, et bien sûr. artistiquement parlant. Enfin, c'est... Mais ça, en fait, quand tu le dis, je trouve que c'est très, très inscrit dans la culture française. Non, c'est. Il faut définir les gens Il faut. avant de les considérer. Exactement. C'est ça. Alors, attends, j'ai perdu le fil de mes questions. Faudra enlever cette partie. Alors... Vous avez pris des notes, là? Vous avez mis ça sur un post-it, là? À la régie? Vous avez noté? Faut noter la partie et tout, comme ça c'est facile pour moi après. Merci. Donc, alors, dans nos discussions avant le podcast, tu disais que l'argent est un indicateur brutal mais réaliste dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience sur le sujet? Je ne me souviens pas que tu dis ça. Moi non plus. Ok, passe Je à la ne sais question pas suivante. où tu as. Non, mais Je sais pas quelle vidéo tu écoutais, tu Alors, regardais, machin, tu as noté ouais. ça? ce qui est marrant, Putain, c'est que je Mais vois c'est même Kenzie qui a dû dire ça. comment tu peux répondre à la question. Un mais indicateur bon. brutal, ouais, non. Non, mais par contre, on parlait, comment dire, de la difficulté d'être un artisan du web sur nos territoires. Ouais. Et je te disais, en fait, moi, j'ai un ras-le-bol par rapport aux clients qui s'engagent avec toi et qui te payent pas. Ouais. Et tu te souviens, tu Ouais, m'as ouais, dit ouais. un truc très intéressant sur l'effort de collecter le Bien besoin. sûr. Tu pourrais bien revenir sûr, dessus? bien sûr. Ouais. Alors, il y a ce qu'on. Alors, c'est sûr que ça, c'est une réalité pour beaucoup de gens. Les impayés, les galères, etc. Et là, pour le coup, j'ai pas la solution. Ça, pour le coup, j'ai pas la solution. Bon, bah, Mais j'ai des pistes. Mais j'ai des pistes de réflexion. Et je me dis que souvent, en tant qu'entrepreneur, on a tendance à vouloir imposer une idée. C'est-à-dire que soit on a voyagé, on a vu un truc à Londres ou à Berlin, on se dit, waouh, ça va cartonner parce qu'il n'y a pas ça chez moi. Mais en vrai, personne ne t'a demandé ça. C'est toi qui veux imposer ton idée. Donc, tu as tendance peut-être à ne pas trouver le public qui va en face. Ou alors, tu iras chez un client et tu te projettes tellement que tu auras la solution pour le client, ou alors tu penses savoir ce qui est bon pour lui. Donc, tu feras des propositions, mais qui ne seront pas forcément le besoin imminent et réel. Et c'est aussi ce qu'on appelle les pain points. Ce sont vraiment des points de douleur, de frustration, des points de ouais. frustration. Et en fait, c'est humain. C'est ce que tu veux résoudre en premier. C'est ton problème quotidien, c'est ce qui t'empêche de dormir. Et en tant qu'entrepreneur, en fait, on devrait se focaliser sur ça. C'est-à-dire que
t'as des mecs, je te donne un exemple, hein. Il y a un semi-marathon, là, tu te mets au bord de la route, entre le mec qui vend des cacahuètes et celui qui vend des bouteilles d'eau, il y en a un qui va faire plus de chiffre d'affaires que l'autre. Tu vois? Parce que les mecs qui cavalent là, ils ont soif. Ils répondent à un besoin. Ouais. Et même tes cacahuètes, ça va donner soif. Vends des bananes plutôt. Tu vois ce que je te dis? Ouais. Et en fait, l'idée, c'est ça. Et la vérité, c'est que on aura des fois de l'ego. On va se dire, mais je veux pas vendre de l'eau. Non. Tu réponds à un besoin et tu gagnes de la thune. Et je pense qu'il y a beaucoup de problématiques d'impayés, je parle d'entrepreneurs face aux PME, TPE. On va pas parler des administrations, là, parce qu'on a encore des factures qui comptent. Ouais. Mais, on cherche à se faire sponsoriser. N'est-ce pas? Je pense qu'il y a beaucoup d'impayés de soucis entre entrepreneurs et PME, TPE, parce que souvent, je ne dis pas tout le temps, hein, parce qu'il y a des escrocs, il y a des charlatans partout, hein, mais c'est parce que souvent, on ne répond pas à un besoin qui est vital. Et le besoin qui est vital, on sait qu'il l'est parce que on va se faire harceler par le client pour avoir l'outil en question. Le client sera le premier à te faire des retours, à te dire si ça va pas. Le client va te demander quand est-ce qu'il te fait le virement et pourquoi tu lui as pas encore envoyé ton RIB. Exactement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Exactement. Le client veut ta facture, il veut ton RIB, il veut tout ça parce que tu réponds à un vrai besoin. Et moi, je le vois. Il y a une différence fondamentale. C'est-à-dire que tu envoies le devis, mais en vrai, tu peux rajouter 1000, 2000, des fois, le mec te dit, c'est un peu, mais Mais tu vois, c'est hyper clé ce que tu es en train de dire. Parce que, en fait, pour moi, c'est une question d'intuition, mais c'est aussi très factuel. Quand tu réponds aux besoins de quelqu'un, la personne est prête à signer et te montre tous les signaux qu'elle a les moyens de se permettre ta presta. Exactement. Et en fait, ce que tu dis en mode commencer à bégayer quand tu reçois le devis, dire que finalement tu vas passer par le chèque tic, ou que en fait non t'es trop cher, ou que bon on fait pas ça, on fait autre chose, non remets l'autre devis. En fait tout ça veut dire non. Voilà. Et il faut je crois savoir accepter que ça veut dire non. Non. Ouais. Ou alors c'est pas urgent dans ma to-do list. Mais c'est non alors. Mais c'est non. Voilà c'est ça. Et c'est la vérité et c'est dur en fait à accepter en tant que client, en tant que prestataire. Donc on va rejeter la faute sur le client, mais c'est juste qu'on n'a pas trouvé le souci fondamental du client. Parce que, crois-moi que toutes les PME ont des problématiques fondamentales. Oui, c'est vrai. Et je pense que quand on fait sa cible, ses personas et tout, on s'attarde beaucoup sur la partie où trouver les personnes, sur quel réseau social je vais communiquer, comment je vais lui parler. En fait, comment atteindre la personne, mais on ne se concentre pas assez sur la colonne frustration-besoin et surtout frustration. Le problème, c'est ça. Tu réponds à quoi, concrètement? Et ça, en fait, pour moi, c'est l'une des clés. Comme je dis, il y a des escrocs, il y a des charlatans, mais je pense qu'il y a un fort pourcentage de gens et je me mets dans le cas, dans le groupe, qui ne répondent pas forcément à un besoin qui est profond, qui est intense. Et tu vois, tu l'as vécu, il y a une différence entre les clients qui veulent te payer, qui te courent après. Alors, mais ton devis, tu devais... En fait, c'est toujours la même chose. Il faut lâcher son ego, en fait. Il faut lâcher son ego. Il faut lâcher son ego et embrasser son amour-propre. Exactement. Et quelque part, essayer d'aller chercher des clients similaires à celui qui est prêt à te payer. C'est ça. En fait, mais même pas. J'ai envie de te dire similaire à celui qui t'a payé. À celui qui t'a Parce que, en fait, il y a un côté où, quand tu fais du business et que tu arrives à vendre l'offre que tu as passé du temps à créer, à penser et tout, mais parle avec lui après. Ne lâche plus. Comment il t'a trouvé? Pourquoi il est resté? Pourquoi il t'a payé ça? Il trouvait que c'était trop cher, pas assez, tu vois. Et tu remontes le fleuve, en fait. C'est lui qui va continuer à te payer pour d'autres choses. Ouais. Tu vois? Parce que derrière, quand t'as réussi à résoudre un problème, tu vas rentrer dans la partie confiance. C'est-à-dire que on se fait tellement avoir, il y a tellement de publicité, etc., que on va faire confiance à une personne qui nous a vraiment aidé profondément. Et cette personne-là, on va dire, mais tiens, si c'est pas toi qui fais, donne-moi une référence. Recommander quelqu'un. Exactement. Et toi, tu vas l'apporteur d'affaires, tu as récupéré 20% et puis c'est fini. 20%, t'es généreux. Ici, on est plus autour de 5-10. Voilà. Je me demandais pas plus. Sachez-le. Voilà. Mais on aspire à 20%. Totalement. Clairement. Ça marche. Et du coup, par rapport justement à ce côté identifier les pain points et tout, est-ce que tu as une anecdote marquante sur un projet entrepreneurial où cette approche a porté ses fruits? Oui, bien sûr. J'en ai pas encore assez d'anecdotes. Mais tu vois, par exemple, un client pour qui je vais créer une solution digitale, parce qu'avant, il galérait, il va me dire, OK, c'est bien. Il me dit, c'est bien. OK, on teste.
il réalise en fait qu'il va économiser peut-être 10 à 20 fois le temps qu'il consacrait avant. Donc là, hop, il m'appelle pour continuer à faire ça. Et en fait, en faisant cette solution digitale, il réalise qu'il a un amas de documents et autres qui se baladent, mais qui datent de comment il faisait avant. Donc moi, je me retrouve à l'aider à traiter tout ce qu'il faisait avant. Donc en fait, j'arrive sur 2 sujets, mais je récupère tout le reste. Et ça, c'est parce que tu réponds à un vrai besoin, qu'il s'en rend compte, que c'est réel, et après, ça t'ouvre d'autres portes. Ça marche. Merci. Et du coup, tu as dit que tes modèles de réussite ne sont pas seulement des artistes. Est-ce que tu pourrais en citer mais bien sûr. Mais enfin, vu que je... Et est-ce que tu maintiens ce que tu m'as dit sur Stisley et Elon Musk? Aujourd'hui, nous sommes le 21 janvier. Je ne sais pas quand cet épisode sera diffusé, mais il se passé des trucs. Ça ressemble à un piège, j'ai l'impression d'être au bord d'une falaise. Non, mais... Mais peut-être tu vas changer là, je sais pas. Tu vas mettre un Jeff Bezos ou un Bill. Exactement. Un moins pire, quoi. Ouais, moins pire. Non, j'ai des modèles qui sont effectivement côté artistique et côté professionnel. Mais en fait, je me suis rendu compte avec le temps que les modèles, même côté artistique, j'avais tendance à aller chercher des modèles qui avaient une casquette pro. Oui, quelqu'un qui pourra te comprendre, en fait. Oui, me comprendre et m'inspirer dans le côté, dans cette pluralité, en fait, des casquettes. Pourquoi? Parce que il faut déjà comprendre ça, en fait, pour échanger avec toi, je pense. Ouais, mais... Non, mais en vrai, non? Oui, non. Ça peut être un peu chiant, Au début, c'est un peu chiant, c'est vrai, au début, c'est un peu chiant. Mais effectivement, en fait, quand tu sais, le monde a changé, tu sais, comme dit Kiki, le game, il a changé, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, être artiste, en fait, tu peux pas juste te contenter de venir de chanter et de partir. C'est pas possible. Ouais. Parce que quand tu veux ça l'a déjà été? Oui, ça l'a été, ou bien sûr. Des non. Pour moi, moins, tu vois, non. Parce que pour les moi, en parlaient avant les réseaux sociaux, c'est-à-dire, on va essayer de... MySpace. Non, MySpace encore, ça allait, c'était cool, c'était sympa. Tu avais ta communauté, tu pouvais vendre des CD en physique, enfin en ligne, tu vois. Tu avais des petits sites où tu vendais ça en ligne, etc. MySpace, c'était cool, tu posais des questions. C'était pas méchant, MySpace. C'était pas méchant. Il y avait pas encore vraiment de comparaison, de concurrence. À part quand les mecs sur MySpace faisaient des classements, qui est votre artiste préféré, et là, tu prenais une douille. Ok, d'accord. Genre, tu parles du fait que c'était plutôt un réseau social bienveillant. Exactement. Okay, c'était bienveillant. On parlait, et en fait, tu avais des anecdotes, tu voyais qui était qui, tu découvrais les visages des fois, et c'était cool. Donc, on va dire juste avant peut-être 2009-2010, c'était faisable, en fait. Tu pouvais venir, tu chantais, tu partais, tu prenais ton cachet, c'était fini. Tu faisais des albums, tu les vendais à Châtelet, à Clignancourt, à Pointe-à-Pitre, etc. Tu vendais des albums, et tu avais du cash, tu avais vraiment du cash, tu vois. Ouais, c'était le début du... Et les gens achetaient. On est dans l'aspect communautaire, on échange, on construit quelque chose ensemble, quoi. Aujourd'hui, tu peux plus te contenter d'être juste ça. Parce que les réseaux sociaux ont rajouté une tâche supplémentaire. Tu dois être visible, tu dois communiquer, tu fais des choses. Et sont devenus aussi une façon de révéler des artistes. Enfin, je pense à iSpice et au bien sûr, Challenge, non mais bien sûr. C'est quand même hyper spécifique. Totalement. Non mais ça ouvre des opportunités. Mais en fait, ça te rajoute aussi du taf. Donc, en tant qu'artiste, tu dois avoir, créer du contenu. Avoir peut-être quelqu'un qui fait ta vidéo, quelqu'un qui fait ton montage, quelqu'un qui fait des photos. Avoir plus de compétences qu'avant. Exactement. Ouais. On te bascule sur le streaming. Donc, il faut le comprendre. Il faut voir comment tu t'organises par rapport à ça. Tu vas peut-être avoir moins de prestats. Parce que les DJ aussi ont pris de l'ampleur, sont devenus des artistes à part entière, en tout cas pour certains d'entre eux. Et du coup, tu auras moins de soirées avec des artistes. Tu auras 15 DJ, peut-être 2 artistes. Tu vois? Donc, en fait, tout ça fait que tu dois te réorganiser et revoir un peu ta façon de fonctionner, qui fait que l'artiste devient un chef d'entreprise quelque part. Ouais. Donc, si tu ne comprends pas ça... non, c'est pas pour ça qu'on a signé. C'est pas pour ça qu'on a signé. Ça me rappelle aussi beaucoup ce que Kimberly disait sur les artistes dans l'épisode du coup où elle parlait du marketing dans l'art et le fait que c'est des gens qui sont... Si t'avais dit genre l'épisode 47, ouais, là tu m'aurais eu, franchement, je me suis dit, ouais, la meuf, elle connaît tous les trucs par cœur, bam! Non, mais en fait, elle disait que en soi, elle a commencé à faire du marketing pour l'art et la culture parce qu'elle s'est rendue compte que c'était un besoin que les artistes avaient et qu'ils n'arrivaient pas à gérer seuls. Et qu'en même temps, c'était pas leur métier. Non. Et que ça avait beaucoup de valeur de se spécialiser dedans.
Et je pense que pour la musique, c'est pareil. Il y a un peu ce truc de... C'est pas que t'es pas un mauvais artiste si tu fais pas tout ça. Non. C'est qu'il faut que tu comprennes que ton métier a changé. Le game, il a changé. Tu peux pas ne pas t'intéresser à ça. Et puis derrière, si tu veux prendre quelqu'un du monde pour gérer ça, il faut payer ces gens-là. Et il faut aller chercher les revenus. C'est-à-dire que c'est pas juste avec tes prestats que tu vas le faire, parce que tes prestats te permettent de payer ton quotidien. Le stream... Comprendre déjà comment tu gagnes de l'argent en tant qu'artiste, en fait. Le stream, ça paie pas des masses. En tout cas, passer une certaine... Enfin, il faut passer une certaine échelle pour avoir de vrais revenus solides. Si on reste dans notre univers, le game antillais, les radios, les doigts, tout ce qui va être SACEM, c'est compliqué, c'est pas énorme, c'est pas folichon. On n'a pas d'audience qui est ultra large, on n'a pas forcément énormément de médias. Donc du coup, tout ça a un impact sur tes revenus. Donc quand tu prends quelqu'un pour bosser pour toi, cette personne, il faut la payer. Donc il faut que tu trouves les voies et moyens pour la payer. Si t'es pas signé en label, ce qui n'est pas possible pour tout le monde. Donc tout ça fait que tu es obligé de te renseigner, tu es obligé de savoir, parce que tout le monde a un avis, tout le monde veut faire des formations, tu as des trucs partout et tu peux te faire plumer à n'importe quel moment. Donc tu es obligé, toi, de te renforcer pour comprendre en fait comment ça fonctionne. Donc en fait, pour dépasser cette espèce de plafond de verre, oui. I'm just an entertainer. Exactement. Tu es obligé. D'accord. Je parle pas du petit pourcentage, tu vois ça, la masse. Ouais. Et si tu avais l'opportunité de vivre uniquement de ta passion, de la musique, enfin, je sais, parce que j'ai l'impression que le business c'est un peu une passion, donc je veux dire de la musique. C'est bien joué. Est-ce que tu penses que tu serais épanoui? Parce que, en fait, dans ce que tu viens de dire, là, ce que j'entends, c'est qu'au final, c'est un peu une niche pour être hyper polyvalent dans son métier. Si tu dois être un businessman, un créateur de contenu, un auteur, un compositeur, un businessman. Non, vivre que de la musique, si je n'avais... Enfin, je suis qui je suis. Il a fallu que j'oublie tout ce que j'ai fait côté entrepreneurial. Ouais, c'est pas possible. C'est compliqué parce que naturellement, j'aurais envie de comprendre et de voir comment ça fonctionne. Et en fait, tu te rends compte que pour beaucoup d'artistes, c'est une voie naturelle. Tu vois, pour revenir à la question, des mecs qui vont m'inspirer, tu vois, un mec comme 50 Cent, le mec, il a fait des morceaux, des hits, et hop, naturellement, il s'est rabattu. Et il a compris en fait que... Mais dans toujours des trucs cohérents. Mais toujours des trucs cohérents. Et c'est la chance qu'il a, franchement, c'est magnifique. Mais tu vois, naturellement, il s'est rabattu. T'as un mec comme Shaquille O'Neal qui te disait que il gagnait de la thune quand il jouait aux Lakers. Mais le mec, il dit, mais je comprends pas. Jordan, il a arrêté sa carrière. Le mec, il a des plus grosses maisons que moi, des plus grosses bagnoles que moi. Il achète des plus gros bâtiments que moi. Comment c'est possible? Et il a compris que c'était pas avec le basket, c'est avec le business. Le basket, donc, en fait, c'était un tremplin. Tu vois, naturellement. Et moi, en fait, c'est ça qui m'inspire. Et je me dis que c'est un chemin normal. Tu vois, des mecs comme, comment il s'appelle? Dwayne Johnson, The Rock. Quand tu vois un mec comme Ryan Reynolds, des mecs qui sont acteurs, un mec qui est catcheur, un mec qui fait ci, et petit à petit, tu bascules parce que le business est important pour pouvoir maîtriser ce que tu fais comprendre et ne pas être dépendant. Et les gros artistes te disent, des mecs comme Jay-Z te disent ça, tu dois avoir tes masters. Oui, et puis en fait, ta notoriété, je pense que, tu vois, genre, il y a un côté où, avant que tu montes, c'est quelque chose qui va peut-être te nuire par rapport à tes activités et tout, on va moins te prendre au sérieux. Mais une fois que you did it, tu vois, ta notoriété, en fait, c'est ta monnaie d'échange en fait. Pour bien sûr. Get into the door. J'arrive pas à parler français, mais voilà. non, mais c'est une réalité. Là, demain matin, tu t'assois, tu ouvres les livres comptables, compare celui de Beyoncé, celui de Rihanna. Parce que... En fait, je crois que la conclusion de ce podcast, c'est qu'on s'en fout de la perception des gens, mais qu'il faut l'utiliser à son avantage. Je pense qu'il y a un peu de ça. Non, parce que tu vois, manges pas avec les likes, quoi. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Et tu le vois sur les réseaux. Donc, en fait, je pense que naturellement, j'aurais été vers cet esprit de maîtriser ce que je fais pour comprendre, parce que ça devient de plus en plus compliqué. Il y a de plus en plus de concurrence, etc. Et que tu dois maîtriser, en fait, ce que tu fais, quoi. C'est une très bonne conclusion. Quels sont tes projets, du coup, pour 2025, là? Ça va commencer. C'est quoi le plan? Ouais, non, c'est cool. Côté musique, il y a le projet qui est sorti, il y a l'EP, Once Again, il est sur les plateformes de streaming, etc. Donc, ça, on est content, on travaille. Donc, on essaie justement de travailler sur un prochain live, etc., continuer de faire de la promo, etc. Et côté pro, développer le business, essayer justement de me focaliser justement sur ces fameux pain points. Parce que ça, pour moi, c'est important, c'est rester focus sur le besoin du client, essayer de ne pas extrapoler, essayer de faire ce qui correspond au marché, tu vois, dans mon domaine d'activité. Alors, j'ai d'autres projets en extra, bien entendu.
Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de... Je veux en 2025 répondre aux besoins. C'est ça ma ligne, c'est ça mon focus. C'est vraiment ne pas partir trop loin, ne pas laisser l'ego prendre le pas, mais vraiment essayer de voir ce qui fonctionne pas, comment l'améliorer, ou alors comment répondre à un vrai besoin, et essayer de creuser ça en allant chercher des niches, quand c'est possible. Mmh. Je pense que ça passe par avoir de vraies conversations avec des vrais gens. Je me souviens quand tu parlais de faire l'effort d'aller à la rencontre de sa cible. Ouais. Je pense que ça passe par aller les voir en vrai, en fait, et leur dire, coucou, je fais ça. Je viens à toi pour te présenter ce que je fais. C'est un peu à l'ancienne, mais bon, on va pas nier qu'on est sur un territoire où il y a beaucoup de choses qui se font à l'ancienne. Mais ça fonctionne. Tu sais, moi, j'ai été choqué. Je crois que c'était en 2011 ou 2012. J'étais à Paris, j'étais au Grand Marché, au Beau Marché, et je vois Bernard Arnault. Le mec, tous les samedis matins, il fait le tour de ses boutiques dans Paris. Tous les samedis matins. Et là, cette fois-ci, il était avec son fils, tu vois. Celui qui a récupéré... je sais pas ce qu'il a récupéré comme boîte. Ils font les bijoux, là. Chopard? Non, pas Chopard. Tiffany's. Okay. C'est lui qui a récupéré Tiffany's, son fils. Et le mec, tous les samedis, il fait le tour des magasins pour voir si ça va, si c'est arrangé, ça change. Il discute avec des clients, il discute avec les vendeurs, il discute avec les managers. Ouais, il existe dans son entreprise, quoi. Il existe. Et le mec, il est sur le terrain. Le mec, il n'a pas besoin de faire ça. Mais il a 1000 personnes qui pourraient littéralement lui dire ce que pensent ces gens. Totalement. Et s'il le fait, c'est que ça marche. C'est que ça marche et que c'est important, en fait. Donc, effectivement, là, la rencontre, poser des questions, mais pas poser des questions un peu en mode vanité, mais vraiment essayer d'écouter l'autre, tu vois. C'est quoi ton problème, c'est quoi ton besoin, ne pas essayer d'anticiper. Mais c'est dur, je dis ça comme ça, tu vois, en mode cool, mais c'est extrêmement dur. Parce que tu te fais des films, toi, tu lis tellement de choses, t'es déjà en 2050 sur les réseaux, etc. Mais ça a beaucoup de valeur de se mettre au niveau du client, je pense. Parce qu'en fait, certaines personnes ont besoin de toi, mais elles le savent même pas. Oui. Oui, et c'est vraiment, en fait, pour moi, c'est vraiment de l'écoute active, quoi. Ouais. Tu vois, c'est vraiment essayer d'écouter pour essayer de comprendre, de se mettre à la place, comme tu dis, mais sans anticiper et sans penser savoir en avance. Et c'est là, en fait, où on va peut-être louper une petite phrase, un mot. Parce que des fois, tu sais... Qui est essentiel. Parce que le mec, ton prospect, c'est peut-être pas ton prospect, c'est peut-être ton prescripteur. Peut-être tu vas dire, mais moi, non, mais par contre, chez ma cousine, où je connais un mec, où il y a un mec qui m'a appelé, qui m'a dit que... Et c'est lui qui va t'ouvrir une porte pour autre chose. Mais si t'écoutes pas, ça peut devenir compliqué. Tu m'étonnes. Du coup, c'est vrai que là, l'épisode touche à sa fin. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux personnes qui t'écoutent, qu'elles soient artistes, entrepreneurs ou les deux en même temps? Les deux en même temps. Non, on a tous, je pense, on a tous une passion, tous un truc, tous quelque chose, on est tous polyvalents. Non, moi, ce que j'aimerais dire, c'est de vivre à fond. C'est-à-dire que si tu as une appétence, si tu as une passion pour quelque chose, si tu as un intérêt, vas-y à fond. Pourquoi? C'est parce que premièrement, tu n'auras pas de regrets. Mais deuxièmement, tu sauras assez rapidement et le plus rapidement possible si c'est pertinent ou pas. C'est-à-dire que si tu es fait pour ça ou pas. Et en fait, le plus tôt tu sais, le plus tôt tu peux passer à autre chose et peut-être te rapprocher de ce qui te correspond véritablement. Donc, de ne pas forcément caresser les choses en surface, mais d'y aller à fond. Si tu veux te former, forme-toi. Si tu veux poser des questions, contacte la personne la plus à même de te répondre et pas ton... Ça, c'est un bon conseil. Ouais, et pas un pote ou un cousin, machin, qui est là, qui traîne et qui a plus des suppositions. D'aller au fond des choses, en fait. D'aller au fond des choses et de creuser pour soit vivre à fond sa passion et ne pas avoir de regrets, ou alors se dire, OK, ça, en fait, j'ai regardé, c'est pas pour moi, je vais tester autre chose. Et j'avance. Parce que le temps, qu'on le veuille ou non, il est court. Et l'idéal, c'est de le vivre en faisant des choses qu'on aime. Parce que oui, quand on fait des choses qu'on aime, on voit pas le temps passer. Et on aura peut-être tendance à être un peu plus pertinent qu'un autre. Et c'est un peu ça l'objectif, quoi. Très bon résumé. Du coup, merci beaucoup. Merci à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur les réseaux, je suis sur LinkedIn, je suis sur Twitter, je suis sur Insta.
Bien évidemment, selon le réseau, je vais... Ce n'est pas la même personne. Je vais aborder des sujets différents. Non, tu sais, ouais, mais c'est compliqué de parler d'IA et de prévisionnel sur Instagram, quoi, tu vois. Non, mais vous... C'est compliqué. Je peux essayer, mais c'est compliqué. Donc, je garde ça pour LinkedIn. Après, tu sais, je ferme pas la porte. C'est-à-dire que il y a des gens qui viennent me voir sur mes réseaux pour me parler de plein de choses parce qu'ils savent que je fais d'entrepreneuriat, donc je réponds sur Instagram. Ou comme sur LinkedIn, on va me proposer des prestations, tu vois. Je fais et je réponds. Mais c'est vrai que je pense que c'est l'important. Mais oui, c'est important. Tu réponds, on peut te contacter partout, mais tu ne parles pas de la même chose partout. Exactement, spontanément. Ouais, j'adapte. Ok. S'il y a une personne que tu aimerais entendre sur Sauce Digital, ce serait qui? Wow. Écoute, j'ai mon gars là. Lui aussi, il est comme moi. Il est un peu... Puis il s'intéresse à tellement de choses. Et des fois, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Il a une moto, il fait de la photo, il fait des trucs. Ouais, il se balade nu chez lui, machin. Enfin, ouais, c'est mon gars. C'est mon gars. C'est mon gars, le maco jaune. Et ouais, je pense qu'il a des choses à raconter aussi. Ok. Ouais, on se connaît bien, on a vécu des choses ensemble. C'est comme si on avait fait l'armée ensemble, tu vois. Donc, ouais, il a des choses à raconter, ouais. Ok, bon, bah écoute, très cher Mako, si tu nous entends, je t'attends. Et toi qui nous écoutes, si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à nous laisser 5 étoiles sur Spotify, sur Apple, un petit pouce sur YouTube, ça fait toujours plaisir. Je pense pas que ce podcast va s'arrêter de sitôt, parce que je fais que rencontrer des gens intéressants, donc bon, voilà, c'est compliqué, hein. Mais bon, je vous dis à bientôt, parce que cette fois-ci, je reviens, et régulièrement, c'est promis.